Chapitre 8. Les chevaux grimpaient lourdement le sentier, roulant les caillasses sous leurs sabots. Une gélinotte, effrayée, s'enfuit soudain entre les jambes et les chiens se précipitèrent comme des fous pour la happer en plein vol. Galshan avait oublié ses moufles, et le froid du petit jour lui sciait les mains, mais elle se garda bien de dire quoi que ce soit à Baïtar. Elle le rejoignit sur la crête, et il venait de s'arrêter, et resta un moment stupéfaite. Jusqu'alors, Galshan avait toujours cru que les quelques dizaines de bêtes du campement constituaient tout le troupeau de Baïtar. Mais là, sous ses yeux, des centaines de moutons se pressaient sur un immense plateau encerclé de montagnes. Jamais elle n'en avait vu autant. Tous portaient une large cordelette rouge nouée dans la toison. De loin, on aurait dit un champ de coquelicots. « Il y en a plus de 300, dit Baïtar avec une pointe de fierté dans la voix. J'avais ton âge quand ma grand-mère m'a offert ma première brebis. » Langue pendante, Ouda et Ouva vinrent se coucher à ses pieds, le regard rivé à leur maître. « Allez, les chiens, lança-t-il. Les deux molosses se dressèrent d'un bond et filèrent chacun d'un côté. En quelques aboiements, ils rabattirent les bêtes les plus éloignées et, suivi de Galshan, Baïtar entama son inspection. Pas une seule brebis, pas un seul agneau n'échappait à son regard plissé de vieux berger. De temps à autre, il s'approchait d'une bête pour l'examiner de plus près. Ça ne lui prenait qu'une poignée de secondes, puis il repartait en grommelant quelques mots incompréhensibles. Baïtar tendit soudain la main vers une brebis. « Tiens, regarde celle-là. Ça fait plusieurs jours que je la cherche. Tu vas m'aider. » Une énorme bosse déformait la peau de la bête à hauteur de l'épaule. Elle tenta de s'échapper lorsque Baïtar s'approcha, mais le lacet de l'ourga s'était déjà resserré sur son encolure. Il lui saisit les pattes et la brebis s'effondra par terre. « Tu me la tiens comme ça, les pattes bien serrées contre toi, un genou sur sa poitrine, et ne bouge pas. » Le gros œil de l'animal la fixait d'un air affolé. La brebis se débattit, mais Galshan la serrait de toutes ses forces. L'abcès suintait le long de sa toison en une longue traînée répugnante. Baïtar s'agenouilla, son couteau à la main. « Et lâche pas surtout, répéta-t-il. Galshan se demandait s'il allait la tuer, comme ça, là, sous ses yeux. Il rasa la laine sur un espace large comme la main, et d'un seul geste, sans hésiter, incisa la peau. La brebis bêla de douleur et se débattit comme une furie. Une de ses pattes échappa et frappa l'air à quelques centimètres du visage de Baïtar. « Tiens-la, bon sang !» gueula-t-il. Il appuya sur l'abcès, un liquide épais et blanchâtre gicla sur les mains et les vêtements de Galshan. Elle poussa un cri de dégoût et lâcha tout. En un éclair, la brebis se releva et disparut au milieu du troupeau. Baïtar se releva en pestant. « Pas eu le temps de nettoyer sa plaie, gronda-t-il. Si elle crève, ce sera de ta faute. » L'air buté, il s'éloigna sans même la regarder. Galshan sentit des larmes chaudes rouler sur ses joues et venir geler sur son col. Vieux cinglé. Si elle avait eu plus de culot, elle lui aurait demandé comment il faisait quand elle n'était pas là. Elle leva les yeux vers le ciel, dans l'espoir d'apercevoir le rapace. À voler si haut et à voir si loin, il était devenu comme un pont entre ici et chez elle, là-bas, très loin vers l'est, le long d'Iktoatourou. Peut-être même Daïla pouvait-elle le voir de sa fenêtre. Alors elle lui parlait à mi-voix, persuadée que sa mère devait l'entendre. Elle s'aperçut soudain que chaque fois qu'elle l'avait repéré dans le ciel de Tsagung, elle était seule, sans Baïtar. Le vieux disparaissait, le rapace apparaissait. Le vieux apparaissait, le rapace disparaissait, comme si sa seule présence suffisait à le faire fuir.